Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exercice de type bac qui a été donné au bac d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie en mars 2019. Et c'est un exercice qui concerne les fonctions et donc la fonction exponentielle. Cet exercice ne fait pas appel à la fonction logarithme népérien. Donc très intéressant, surtout à travailler en cours d'année quand on est en terminale et qu'on cherche des sujets de bac qui ne contiennent pas la fonction logarithme népérien. On y va! Alors dans cet exercice de baccalauréat, donc il y a deux parties, partie A, partie B. La partie A, c'est l'étude d'une fonction auxiliaire. Donc auxiliaire, c'est qui vient à l'aide de. Donc c'est une fonction qui va venir à l'aide pour étudier la fonction f de la partie B. Voilà, donc on se lance. Je vous mets le sujet en entier pour ceux qui ne vont pas chercher le PDF directement sur le site. Voilà. Donc du coup, on nous dit soit g, la fonction définie sur R par g de x est égal à x plus 2 exponentielle de x moins 4 moins 2. Déterminer la limite de g en plus l'infini. Alors, quand on me demande de calculer, de déterminer une limite pour une fonction, eh bien je commence à faire ça un petit peu à vue. Donc on me demande la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc je regarde un petit peu l'expression de la fonction. Je regarde où se trouve la variable x, donc il y a ici et ici. Ok. Lorsque x tend vers plus l'infini, x plus 2 eh bien, va tendre également vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, x moins 4 tend vers plus l'infini, mais c'est composé avec une exponentielle, et l'exponentielle de quelque chose qui tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Donc finalement, x plus 2 tend vers plus l'infini, l'exponentielle ici tend vers plus l'infini. Donc, quelque chose qui tend vers plus l'infini fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Si je retire 2, ça ne change rien, ça tend vers plus l'infini. Il ne me reste plus qu'à rédiger ça proprement. Donc, la limite de x plus 2 lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est plus l'infini. Voilà qui est fait pour ce facteur ici, dans la multiplication qui se trouve ici. Ensuite, la limite de x moins 4 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est également plus l'infini. Et je sais aussi, d'après mon cours, que la limite, quand grand X tend vers plus l'infini de l'exponentielle de grand X, eh bien, c'est égal à plus l'infini. Donc, en composant l'exponentielle de grand X avec x moins 4, c'est-à-dire en faisant le changement de variable qui dit que finalement, grand X, eh bien, c'est x moins 4, eh bien, on obtient par composition que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 4, c'est égal à plus l'infini. Donc, par produit ici, cette expression tend vers plus l'infini, cela tend vers plus l'infini, donc par produit, le produit des deux expressions tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 exponentielle de x moins 4 est égal à plus l'infini. Donc, j'ai trouvé la limite de ce produit. Maintenant, quelque chose qui tend vers plus l'infini lorsqu'on retire 2, eh bien cela tend encore vers plus l'infini. Donc, la limite de x plus 2 exponentielle de x moins 4 moins 2, c'est plus l'infini en plus l'infini. Donc, finalement, on a déterminé la limite de g de x. On peut écrire que, donc, la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc ça, on se le garde dans un petit coin de notre tête, puisqu'éventuellement, après, eh bien, on va nous demander de dresser un tableau de variation, très certainement. Donc, on aura peut-être besoin de la limite. Peut-être pas, on verra bien. On passe à la question suivante. Dans la question suivante, c'est-à-dire la question 2, on nous demande de démontrer que la limite de g en moins l'infini vaut moins 2. Alors, pour la limite en moins l'infini, eh bien, on tente notre chance comme dans la question précédente, c'est-à-dire qu'on se demande vers quoi tend x plus 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Si x tend vers moins l'infini, eh bien, en rajoutant 2, eh bien, x plus 2 tend vers moins l'infini également. Dans l'exponentielle x moins 4, x tend vers moins l'infini, donc x moins 4 tend également vers moins l'infini. Et l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, eh bien, ça tend vers 0. Donc, ici, j'ai une expression qui tend vers moins l'infini, et ici, une qui tend vers
0. On a une forme indéterminée lorsqu'on fait le produit de quelque chose qui tend vers moins l'infini avec quelque chose qui tend vers 0. Quand on a une forme indéterminée, il faut à tout prix modifier l'écriture, enfin l'expression qui est ici. Trouver une autre forme qui permet de conclure. Petit indice, on a une forme indéterminée qui est due au produit d'une fonction qui est de la famille des polynômes et d'une fonction qui est composée avec une exponentielle ici. Donc, quand on a quelque chose de la famille des polynômes confronté à quelque chose de la famille des exponentielles et qu'on a une forme indéterminée, eh bien on pense à ce qu'on appelle les formules de croissance comparée, c'est-à-dire qu'on compare la croissance d'une exponentielle à celle d'un polynôme. Donc, les deux grosses formules qu'il faut que vous connaissiez, eh bien vous avez que la limite de x, e de x, lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien c'est égal à 0, et que la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x sur x, eh bien c'est égal à plus l'infini. Voilà les deux grosses formules de croissance comparée qu'il faut que vous reteniez. Et donc, on va voir ici laquelle va nous servir. Alors, on est en train de chercher la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça nous fait quand même beaucoup penser à cette formule de croissance comparée. Cette formule de croissance comparée, eh bien, éventuellement, on pourrait essayer de l'utiliser. Alors, il y a plusieurs manières de modifier l'écriture. Moi, je vais vous en montrer une. Ça n'est pas la seule. Peut-être qu'on fera une deuxième méthode après. Et on va essayer d'utiliser cette formule. Dans cette formule, vous voyez, le souci, c'est que l'exposant de l'exponentielle est le même, est égal à ce qu'il y a devant l'exponentielle. Le problème ici, pour l'instant, c'est que dans l'exposant de l'exponentielle, j'ai x moins 4, alors que devant l'exponentielle, j'ai x plus 2. Ça n'est donc pas la même chose. Donc je ne peux pas directement utiliser cette formule. Il va falloir que je modifie cette écriture. Donc je vous montre une méthode possible. On verra. Donc une méthode qui va fonctionner ici, ça va être d'écrire exponentielle de x moins 4 comme étant exponentielle de x divisé par exponentielle de 4. Comme ça, j'aurai au moins obtenu le début de cette formule. On va voir si ça fonctionne. Ça nous donne donc x plus 2, facteur de exponentielle de x sur exponentielle de 4, moins 2. Alors là, j'ai bien e de x, mais je n'ai toujours pas x devant, donc je peux essayer de développer le produit qui est ici. Et cela me donne x exponentielle de x sur exponentielle de 4 plus 2 fois e de x sur e de 4. Derrière, il y a toujours moins 2. Et donc, sous cette forme-là, eh bien, on va pouvoir déterminer la limite quand x tend vers moins l'infini, puisque je retrouve au numérateur de ce quotient x exponentielle de x, donc la formule de croissance comparée, donc je vais pouvoir trouver la limite. Donc x exponentielle de x va tendre vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Quelque chose qui tend vers 0 divisé par une constante, eh bien cela tend vers 0. Plus ici exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, eh bien ça tend vers 0. Donc 2 fois exponentielle de x tend vers 0. Et donc 2 fois exponentielle de x sur exponentielle de 4 tend également vers 0. Puisque exponentielle de 4, c'est une constante. Vous voyez, il n'y a pas x à l'intérieur. Moins 2 tend vers moins 2 puisqu'il ne dépend pas de x. Et donc, on a une somme de deux choses qui tendent vers 0, moins 2. Donc, le tout va tendre vers moins 2. Donc, la limite de g de x en moins l'infini va être égale à moins 2. Je rédige ça rapidement. Je dis, or, par croissance comparée, la limite de x exponentielle de x est égale à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, j'ai parlé de ce qui se trouvait au numérateur ici. Maintenant, je vais donc parler du quotient global. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de x de x sur e puissance 4 est égal à 0. J'ai donc parlé de tout ce quotient. Je vais donc parler maintenant de 2 exponentielles de x sur exponentielle de 4. Donc, je commence par rajouter la propriété qui est que la limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. J'ai donc trouvé la limite de exponentielle de x ici. Et donc, 2 fois exponentielle de x sur exponentielle de 4, eh bien, tend également vers 0.
Donc limite quand x tend vers moins l'infini de 2e de x sur exponentielle de 4 est égal à 0. Et donc j'ai déjà trouvé la limite de celui-là qui est ici, la limite de celui-là qui est ici, et le dernier terme, il me reste moins 2. Ici, la limite de moins 2, c'est moins 2. Je vais rédiger ici, normalement il faut rédiger en dessous, mais je n'ai plus de place. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x de x sur e de 4 plus 2e de x sur e de 4 moins 2 est égale à moins 2. Donc c'est finalement la limite de g de x. Parce que ça, c'était l'expression de g de x mise sous cette forme-là. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à moins 2. Voilà pour la méthode 1, donc développée et puis utilisée à la formule des croissances comparées. Méthode 2. Alors, la méthode 2. Eh bien, la méthode 2 fonctionne quand même un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que le principe global de toutes ces méthodes que je vous expose, c'est de trouver une nouvelle expression de g de x, mais qui permet de conclure, puisque celle-là ne permettait pas de conclure. On a vu que, en réalité, dans le cours, on avait la fameuse formule, donc x e de x lorsque x tend vers moins l'infini égale 0. Donc, on a dit dans l'exposant et devant l'exponentielle, il faut que ce soit la même chose pour pouvoir utiliser cette formule. C'est-à-dire que si ici, à la place de x plus 2, j'avais x moins 4, eh bien, je pourrais dire qu'en fait, je fais un changement de variable en remplaçant ce x-là et ce x-là par x moins 4, et ce serait réglé. Là, le problème, c'est que devant, je n'ai pas x moins 4, j'ai x plus 2, et donc je ne peux pas dire que ce x-là et ce x-là sont remplacés par la même chose, et que donc cela revient à cette formule. Donc il faudrait que je m'arrange pour avoir devant l'exponentielle, eh bien exactement le même exposant que celui qui est actuellement dedans. Donc il faudrait que devant l'exponentielle, je n'ai pas x plus 2, mais j'ai x moins 4. Dans cette méthode 2, on va reconstruire x-4 intelligemment devant exponentielle de x-4. Dans la méthode 3, on reconstruira x-4 en forçant vraiment les choses. Donc si je veux refabriquer du x-4 ici, eh bien x plus 2, je peux tout à fait dire que x plus 2, c'est x-4, à qui je dois rajouter 6 pour que cela fasse x-4 plus 6, donc x plus 2. Donc finalement, x plus 2, je peux le remplacer par x moins 4 plus 6 exponentielle de x moins 4, le tout moins 2, ce qui donne, alors là bien sûr je ne fais pas le calcul, sinon je vais retomber sur celui-là. Donc là je développe pour avoir x moins 4 devant l'exponentielle. Ça donnerait donc x moins 4 facteur de exponentielle de x moins 4 plus 6 fois exponentielle de x moins 4, le tout moins 2. Alors, est-ce que cette nouvelle expression nous permet de conclure? Si oui, on la garde et on conclut. Sinon, on continue à modifier et on conclura plus tard. Pour ce qui est de ce terme-là, x-4 exponentielle de x-4, je vais pouvoir utiliser des croissances comparées et faire de la composition, c'est-à-dire remplacer les x, substituer les x par x-4. Donc ça, c'est bon, la limite va être égale à 0. Ici, exponentielle de x moins 4. Donc ça ne devrait pas nous poser trop de problèmes, puisque lorsque x tend vers moins l'infini, x moins 4 tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, eh bien ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0, 6 fois exponentielle de x moins 4. Donc ici, cela va tendre, ce terme va tendre vers 0, ce terme va tendre vers 0, celui-là tend vers moins 2, donc le tout tend vers moins 2. Donc cette expression me permet de conclure, il ne me reste plus qu'à rédiger proprement. Donc je commence par dire mes deux arguments qui vont me permettre de discuter de ce terme en rouge. Il faut d'abord que je commence par dire que x-4, le groupe ici, par lequel je vais substituer plus tard grand X, eh bien, il tend bien vers moins l'infini, et que du coup, je me retrouve avec quelque chose exponentiel de la même chose quand cette chose tend vers moins l'infini, puisque x-4 tend vers moins l'infini. Donc, je m'intéresse à la limite de quelque chose exponentiel de quelque chose lorsque le quelque chose tend vers moins l'infini. C'est la formule de croissance comparée. Donc, vous voyez, je l'ai marqué avec des grands X, puisqu'en fait, les grands X, après, vont être substitués par des x-4. Cette limite est égale à 0. Et donc, maintenant, ce que je vais faire quand je substitue le grand X par des x-4, ça s'appelle de la combinaison. Donc, je le dis.
par combinaison, la limite de x-4 exponentielle de x-4 lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. C'est réglé pour ce terme en rouge. Maintenant, il nous reste 6 exponentielles de x-4. Donc 6 exponentielles de x-4, on va commencer par dire que comme x-4 tend vers moins l'infini, en fait, on s'intéresse à l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini. Donc on l'écrit, l'exponentielle de quelque chose quand le quelque chose tend vers moins l'infini, eh bien, sa limite est égale à 0. Donc c'est encore de la combinaison, en fait, puisque le grand X qui est là va être remplacé par x-4. Donc, par combinaison, eh bien, on peut dire que la limite de exponentielle de x-4, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à 0. Donc, 6 exponentielle de x-4, la limite est également égale à 0. Voilà qui est écrit. Et donc maintenant, quand je somme quelque chose qui tend vers 0 avec quelque chose qui tend vers 0 et avec une constante, eh bien, cela tend vers la constante. Voilà qui est écrit ici. Donc limite, donc tout ça, hein, c'est toute l'expression de g de x qui est égale à moins 2 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à moins 2. Voilà pour la méthode 2. On passe à la dernière méthode qui est un petit peu plus longue, qui a le mérite de marcher quand même un petit peu plus souvent quand on n'arrive pas à reconstruire des petites choses comme ça. Eh bien, on le fait un petit peu brutalement. Donc c'est la méthode 3. Méthode 3, on change l'écriture, mais on reconstruit brutalement le x-4 devant l'exponentielle. Donc, si je reconstruis brutalement du x-4 devant l'exponentielle, je ne me pose même pas la question de ce qu'il y a devant, en réalité un petit peu quand même, mais j'écris ce que je veux, c'est-à-dire x-4 exponentielle de x-4. Du coup, ici, j'ai quand même pas le droit de dire que je remplace ça par ça. Donc, devant, je réécris x plus 2, mais je divise par x moins 4. Et en fait, l'astuce, c'est que x plus 2 sur x moins 4, si je multiplie par x moins 4, eh bien x moins 4 va se simplifier. Il restera que x plus 2 exponentielle de x moins 4. Avec cette astuce, eh bien en fait, je me retrouve désormais à étudier ici un produit de deux limites. Cette limite-là, par croissance comparée et par combinaison, comme on l'a vu dans la méthode 2, eh bien, elle va tendre vers 0. Et ici, j'ai la limite d'une fonction rationnelle en moins l'infini. Et donc, je sais que je vais m'en sortir puisque, alors, soit vous connaissez la méthode de je regarde les coefficients dominants et je fais le quotient, soit vous savez que on va pouvoir factoriser par x au numérateur, factoriser par x au dénominateur, et on va pouvoir s'en sortir et trouver la limite de cette fonction. Voilà. Donc, cette méthode fonctionne très très bien. Petite aparté, vous fermez les oreilles si vous avez déjà un petit peu de mal avec ça, mais sinon vous pouvez tout à fait les ouvrir. Si jamais ici à la place de x plus 2, j'avais x plus 2 au carré, j'aurais reconstruit devant non pas x moins 4 mais x moins 4 au carré. Et ici, ça aurait fabriqué du x moins 4 au carré. Voilà, j'aurais eu ça. Pourquoi est-ce qu'il aurait fallu faire ça? Parce qu'il faut que devant votre quotient ici, vous ayez le même degré de polynôme au numérateur qu'au dénominateur pour vous en sortir. Si jamais vous n'avez pas mis un degré assez élevé devant ici, eh bien vous risquez de vous retrouver avec une fraction qui va tendre vers l'infini et du coup vous n'aurez pas réglé votre forme indéterminée puisque votre fraction tendra vers l'infini. Ce qu'il y a derrière tendra vers 0, vous aurez à nouveau une forme indéterminée. Alors que si vous mettez la même puissance ici que ce qu'il y a devant, vous allez créer une fraction qui va tendre vers une constante et donc vous n'aurez plus ce problème. Bref, je ferme la parenthèse, on y va. Donc, même rédaction dans la méthode 2, limite de x-4, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Par croissance comparée, la limite de quelque chose exponentielle de quelque chose, quand quelque chose tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, ça veut dire que quand je vais remplacer le quelque chose par x-4, ici, par combinaison, du coup, eh bien, tout cela va tendre vers 0. Donc, j'ai réglé le problème de ce que j'avais souligné en rouge. Maintenant, il va falloir que je parle du problème du quotient qui est devant. Alors, attention au passage, j'ai fait une petite erreur ici. Lorsque je reconstruis ce quotient, eh bien, cette expression de g de x n'est plus vraie lorsque x vaut 4, puisque je serai amené à diviser par 0. Donc ici, il faut que je rajoute dans ce cas-là, dans cette modification, r privé de 4. Donc ici,
Je modifie l'écriture de x plus 2 sur x moins 4, hein, alors par habitude, parce que vous avez l'habitude de déterminer les limites de quotient comme ça, en moins l'infini ou en plus l'infini, mais aussi parce que, en fait, tout simplement, j'ai une forme indéterminée, hein, j'ai x plus 2 qui tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini, et x moins 4 qui tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini, quelque chose qui tend vers moins l'infini divisé par quelque chose qui tend vers moins l'infini, on est sur une forme indéterminée. La manière de régler cette forme indéterminée, vous l'avez vu en début d'année, c'est de factoriser par le x avec la plus grande puissance au numérateur. Donc, ça va nous donner x fois 1 plus 2 sur x, divisé par, pareil, au dénominateur, on multiplie par le x avec la plus grande puissance. Donc là, ici, c'est x facteur de 1 moins 4 sur x. Le but de factoriser, c'est tout simplement de pouvoir simplifier derrière et ne plus avoir le problème de l'infini sur l'infini. Et effectivement, ici, c'est réglé puisque 1 plus 2 sur x, eh bien, cela tend vers 1 lorsque x tend vers moins l'infini, puisque 2 sur quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc la parenthèse ici va tendre vers 1. Et pareil au dénominateur, 1 moins 4 sur x va tendre vers 0. Donc 1 moins 4 sur x va tendre vers 1. Donc en fait, cette fraction, eh bien, tout simplement, a pour limite 1. Voilà qui est écrit. Alors j'aurais pu écrire cette fraction-là, j'ai directement écrit celle-là qui est égale. Donc voilà, là on a bien mis en évidence, on peut rédiger comme ça. Si vous voulez mettre une étape pour numérateur, étape pour dénominateur et conclure ensuite, c'est encore mieux. Là je manque un petit peu d'espace, donc je me permets d'aller un petit peu plus vite. Donc finalement, le quotient qui est ici, eh bien lui, il tend vers 1. Le produit qui est ici, lui, tend vers 0. Donc finalement, le produit que j'ai symbolisé en rouge ici, eh bien ça tend vers 0, puisqu'il y a quelque chose qui tend vers 1 et quelque chose qui tend vers 0 qu'on multiplie ensemble. Et donc finalement, g de x va tendre vers moins 2. Donc par produit, la limite de x plus 2 sur x moins 4 fois x moins 4 exponentielle de x moins 4 est égale à 0. Et donc la limite de g de x est égale à moins 2. Voilà. Donc vous avez 3 méthodes possibles pour cette question. Il faut absolument que vous sachiez faire tout ça. Si vous savez déjà en trouver une, c'est déjà très très bien. Maintenant, le but, c'est de savoir faire ce genre de limite. Ça ne doit plus avoir de secret pour vous quand vous arrivez pour passer votre baccalauréat. On passe à la question suivante. Pour la question 3, on nous dit on admet que la fonction g est dérivable sur r et on note g' sa dérivée. Donc pas besoin de justifier qu'elle est dérivable puisqu'on l'admet. Calculer g' de x pour tout réel x, puis dresser le tableau de variation de g. Donc, pour dériver une fonction, on commence par repérer son opération principale. L'opération principale ici, c'est la soustraction. Quand on veut dériver une soustraction, on doit dériver le premier terme, on doit dériver le deuxième terme, et ensuite on fait la soustraction des deux dérivés. Maintenant, pour dériver le premier terme, en réalité, lui, son opération principale, c'est une multiplication, c'est un produit, ce premier terme. Donc, lorsqu'on a un produit, on se demande est-ce qu'on a la variable x dans les deux facteurs. X se trouve dans le premier facteur, x se trouve dans le deuxième. Je dois donc utiliser la formule de dérivation de u fois v. C'est obligatoire, je ne peux pas m'en sortir autrement. On y va. Donc, pour dériver ce produit vert, je crée une fonction u dont l'expression est x plus 2. Je crée une fonction v dont l'expression est exponentielle de x moins 4. Je calcule l'expression de leur dérivée. Pour calculer leur dérivée, ça se passe exactement de la même manière. Je me demande quelle est l'opération principale ici. C'est une addition, donc je vais dériver x et je vais dériver 2 et je vais faire la somme de leurs dérivées. Dérivée de x, ça vaut 1. Dérivée de 2, ça vaut 0. Donc ça va faire 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Ici, j'ai l'opération principale. En fait, il n'y a pas d'opération principale. Ça se finit par une composition. Vous voyez, il y avait x moins 4 qu'on calcule en premier et ensuite on lui applique la fonction exponentielle. On est donc en train de composer la fonction exponentielle avec la fonction affine qui a x associé x moins 4. Donc en fait, c'est de la forme exponentielle u. Quelque chose de la forme exponentielle u, eh bien la dérivée est de la forme u' exponentielle de u. Donc ça veut dire que je recopie l'exponentielle, exponentielle de x moins 4, et je dois multiplier devant par la dérivée de x moins 4. La dérivée de x moins 4 c'est une soustraction, donc je dérive x et je dérive 4. Dérivée de x, c'est 1. Dérivée de moins 4, c'est 0. Donc finalement, ça me donne une fois exponentielle de
x moins 4, c'est-à-dire tout simplement exponentielle de x moins 4. Donc, pour tout x appartenant à R, je vais calculer la dérivée de la fonction g. Donc, une expression de la dérivée de la fonction g, c'est g' de x égale. Alors, pour ce qui est vert, je vais utiliser u et v puisque c'est le produit. Et derrière, je n'oublierai pas moins, eh bien, la dérivée de 2, puisqu'à la base, l'opération principale, c'est la soustraction. Donc, il faudra bien que j'y pense. Donc, je vais me le noter tout de suite parce que sinon, je vais l'oublier. Moins donc 0, puisque la dérivée de 2, qui est une constante, c'est 0. Du coup, la formule u'v, je vous la rappelle ici, uv, quand je le dérive, cela me donne u' fois v plus u fois v', avec un plus. Cela me donne u', c'est 1, donc ça fait une fois v, c'est-à-dire exponentielle de x moins 4, plus u fois, donc u dedans, faites attention, il y a une somme. Qui dit somme, dit je dois mettre des parenthèses. Donc x plus 2, facteur de v', c'est exponentielle de x moins 4. Et donc il y a bien le moins 0 qui correspond à moins la dérivée de 2. Donc cette formule ne m'a servi que pour le côté vert ici, le terme vert. C'est-à-dire pour cette partie ici. Cette partie ici correspond à la dérivée de la partie verte ici. On m'a demandé de dresser le tableau de variation de la fonction g. Donc en fait, ce qui m'intéresse dans g', pas tellement ce qu'elle vaut, c'est plutôt son signe. Donc moi, je vais essayer de mettre l'expression de g' sous une forme simple pour étudier le signe, c'est-à-dire une forme factorisée au maximum. Ici, je me rends compte que j'ai une somme, où dans cette somme, eh bien, j'ai à chaque fois en facteur, dans chaque terme, j'ai exponentielle de x moins 4. Donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Alors soit vous faites ça, soit vous développez ici exponentielle de x moins 4 sur le x et sur le 2, vous le distribuez. Et ensuite, vous refactoriserez de toute façon par exponentielle de x moins 4. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, des exponentielles de x moins 4. Il y en a combien? Ici, il y en a une. Et ici, il y en a x plus 2. Donc finalement, en tout, il y en a une plus x plus 2 des exponentielles de x moins 4. J'ai donc factorisé par exponentielle de x moins 4. Ce qui me donne x plus 2 plus 1, donc 3, exponentielle de x moins 4. Ça, c'est l'expression de la dérivée de la fonction g sur R. Désormais, je vais pouvoir essayer d'étudier le signe afin de trouver les variations de la fonction g. J'efface, je remonte en redémarrant à g' de x égale à x plus 3 exponentielle de x moins 4, histoire d'avoir un peu de place. Donc je vous ai mis 3 suites, là c'est la suite. Donc on a calculé la dérivée, maintenant je dois étudier un signe. Pour étudier un signe, c'est comme quand je veux dériver une fonction. Je m'interroge sur quelle est l'opération principale. Ici l'opération principale, c'est la multiplication, le produit ici. Et donc je suis très content parce que pour étudier un signe, d'avoir un produit, c'est très sympathique puisque ça me permet d'étudier le signe du premier facteur, le signe du deuxième facteur séparément et d'appliquer ce que vous appelez la règle des signes. Donc ça me permet de faire un tableau de signes avec plusieurs lignes. Si jamais l'opération principale n'est pas une multiplication mais une addition ou une soustraction, ça vous oblige à faire un tableau de signes avec une seule ligne parce qu'en fait vous ne pouvez rien détacher puisqu'il n'y a pas de règle des signes qui existe sur les additions et les soustractions. On part sur le tableau de signes. Alors, dans ce tableau de signes, une ligne pour x plus 3, premier facteur, une ligne pour exponentielle de x moins 4, deuxième facteur, une ligne pour le produit des deux, c'est-à-dire g' de x, et ici j'ai le tableau de variation de g qui m'est demandé dans la question. Le premier facteur, x plus 3. x plus 3, c'est l'expression d'une fonction affine. Vous savez que l'expression d'une fonction affine, eh bien, son signe, en fait, dépend de là où la fonction affine va s'annuler. Il faut donc rechercher quand est-ce que x plus 3 est égal à 0. Donc, on peut très bien chercher sur le côté quand est-ce que x plus 3 est égal à... Alors, je me dis x plus 3, j'écris x plus 4. x plus 3 est égal à 0. C'est équivalent à dire que x est égal, en fait, à moins 3. Donc, ça veut dire que c'est en moins 3 que x plus 3 vaut 0. Pour ce qui est du signe, comment est-ce qu'on choisit les signes? Eh bien, vous regardez le coefficient directeur ici
de la droite qui représenterait cette fonction affine. Le coefficient devant x, le coefficient dominant, est égal à 1, il est strictement positif. S'il est strictement positif, ça veut dire que vous avez affaire à une fonction affine qui est strictement croissante. Si on regarde sa courbe, c'est donc une droite qui va couper l'axe des abscisses en -3, puisqu'on a vu qu'elle s'annulait en -3, cette fonction affine, donc ça coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse -3. Et donc ça veut dire qu'elle était négative, puis positive, cette fonction. Négative, puis positive. Pour ce qui est de l'exponentielle, une exponentielle, vous pouvez mettre n'importe quoi dans l'exposant, de toute façon, elle sera toujours strictement positive. Alors pareil, ça, il faut dire une petite phrase dessus pour que le correcteur soit satisfait. Donc on peut tout à fait mettre sur le côté du tableau, car exponentielle est strictement positive sur R. Du coup, le produit de ces deux facteurs, d'x plus 3 avec l'exponentielle, eh bien, si on prend un x qui est entre moins l'infini et moins 3, x plus 3, lui, il est négatif, donc x plus 3, lui, il est négatif, l'exponentielle est positive, ça fera un nombre négatif fois un nombre positif, ça va donner quelque chose de négatif. Quand x vaut moins 3, eh bien, x plus 3 vaut 0, donc ça va faire 0 fois une exponentielle, donc ça fera 0. Et ensuite, sur moins 3 plus l'infini, eh bien, x plus 3 est positif, l'exponentielle est positive, donc le produit des deux sera positif. Donc voilà, on a déterminé le signe de la dérivée, on peut donc en déduire les variations de la fonction g. Lorsque sur un intervalle, une dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est strictement ici décroissante puisqu'elle était strictement négative. Et sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, on a une dérivée g' qui est positive, strictement positive, donc g va être strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Alors maintenant, est-ce qu'on peut compléter des choses là-dedans? Eh bien oui, puisque on a vu dans l'exercice, on a calculé les limites de la fonction. Les limites de la fonction, on avait trouvé, je vous rappelle, moins 2 en... Alors moins 2, c'était en moins l'infini. Et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Il ne nous manque donc qu'une seule valeur dans ce tableau, c'est la valeur de l'image de moins 3. Donc il faut que je calcule maintenant, pour compléter ce tableau, g de moins 3. Alors que vaut g de moins 3? Eh bien il faut que je reprenne l'expression de g de x. Donc g de x, son expression, c'était ça, c'était x plus 2 exponentielle de x moins 4, moins 2. Donc je vais remplacer tous les x par des moins 3. Ce qui donne moins 3 plus 2, puisque c'était x plus 2, exponentielle de moins 3 moins 4, puisque c'était exponentielle de x moins 4, et derrière, moins 2. Ce qui nous donne moins 3 plus 2, je vais laisser un peu d'espace, moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Exponentielle de moins 3 moins 4, c'est exponentielle de moins 7, et donc moins 2. Ce qui donne finalement moins exponentielle de moins 7, moins 2. Donc ici, la valeur de l'image, c'est moins exponentielle de moins 7, moins 2. Voilà pour le tableau de variation qui m'était demandé. Cela nous amène à la question 4. Dans la question 4, on me dit démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur R. Petit énoncé qui doit vous faire penser tout de suite au théorème de la bijection, au théorème des valeurs intermédiaires, également appelé. Voilà. On vous parle de trouver une solution d'une équation, mais plutôt on vous parle de prouver l'existence d'une solution, mais on ne vous demande pas de trouver la solution. Ça doit vraiment vous faire penser à ce théorème. On y va. Alors, je vais commencer par effacer et par recopier juste la partie tableau de variation en haut à gauche pour pouvoir l'exploiter. Alors, je vous rappelle que dans cette question 4, on veut savoir, on veut plutôt prouver que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur R. En gros, on se demande est-ce qu'il y a un x qui a pour image 0 par la fonction g. Donc en gros, on se demande si les images sont à un moment, pour un x donné, pour un x de moins l'infini à plus l'infini, égal à 0. Donc on commence par observer. Quand on a ce genre de question, on observe le tableau de variation. On regarde les images. Les images tendent vers moins 2 en moins l'infini. D'accord ? Il n'y a sans doute aucune image qui vaut moins 2, mais elle se rapproche toujours plus de
moins 2 en moins l'infini. Ensuite, ces images, eh bien, leur valeur diminue au fur et à mesure que x augmente. Donc, elles diminuent, elles arrivent à moins exponentielle de moins 7, moins 2. Donc, sur cet intervalle moins l'infini, moins 3, peu importe la valeur de moins exponentielle de moins 7, moins 2, eh bien, de toute façon, sur moins l'infini, moins 3, on voit qu'on a moins 2 qui est un majorant pour la fonction g, puisque du coup, d'après le tableau de variation, eh bien, aucune image n'est supérieure à moins 2 sur moins l'infini, moins 3. Donc, sur moins l'infini, moins 3, eh bien, il n'y a pas de solution pour l'équation g de x égale 0. Une image ne peut pas valoir 0 si elle est inférieure à moins 2. Donc, je le dis, sur moins l'infini, moins 3, moins 2 est un majorant de la fonction g. Alors, pourquoi je n'ai pas dit que c'était le maximum? Eh bien, parce que ici, c'est une limite. Je ne suis absolument pas sûr qu'elle soit atteinte. Donc, moins 2 n'est pas forcément un maximum. Par contre, c'est un majorant, puisqu'un majorant, c'est une valeur qui est supérieure à toutes les autres. Et c'est tout. Pas besoin qu'elle soit atteinte. Donc ici, on a un nombre négatif qui est un majorant de la fonction g. Or, 0 est strictement supérieur à ce majorant moins 2. Donc, ça veut dire que l'équation g de x égale 0 n'admet pas de solution. Je rédige tout, de solution sur moins l'infini, moins 3. Voilà, ça suffit à conclure. Ensuite, eh bien ici, on a sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, eh bien on va avoir une solution puisque une image de moins 3 qui vaut moins exponentielle de moins 7, moins 2, eh bien c'est une valeur qui est négative. Alors, soit vous la tapez à la calculatrice, soit vous voyez que de toute façon, c'est une valeur qui est inférieure à moins 2. Donc, c'est forcément négatif. Et ensuite, les images augmentent au fur et à mesure que x augmente. Et donc, ici, elles tendent vers plus l'infini. Ça veut dire qu'il y a des images qui sont positives pour certains x de l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc, on va utiliser le théorème de la bijection ou le théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'une fonction qui est continue sur un intervalle moins 3 plus l'infini, qui est strictement croissante sur un intervalle moins 3 plus l'infini, qui a des images négatives et positives sur cet intervalle, eh bien obligatoirement, 0 a un antécédent par cette fonction. C'est-à-dire qu'il y a un x sur l'intervalle moins 3 plus l'infini qui a pour image 0. Et donc ce x, c'est celui qu'on appellera alpha. Et donc alpha a pour image 0. On rédige ça. Donc sur moins 3 plus l'infini, eh bien g et continue sur moins 3 plus l'infini. Très important, parce qu'il ne faut pas qu'en cours de route, eh bien, il n'y ait pas d'image pour 0, parce qu'on aurait, entre guillemets, comme on vous l'explique, levé le stylo en traçant la courbe et donc sauté l'axe des abscisses. Et donc, on ne l'aurait pas coupé dans ce cas-là en traçant la courbe. Donc voilà, très important, g doit être continue. Ensuite, g doit être strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Alors, pourquoi ? En fait, on veut prouver qu'il y a un unique antécédent à 0. Donc, il faut s'assurer que une fois que la fonction g a une image qui vaut 0, eh bien, il n'y en aura pas une deuxième. Et donc, en s'assurant qu'elle est strictement croissante, une fois que l'image vaut 0, eh bien, pour les x supérieurs, eh bien, les images seront toutes supérieures à 0. En gros, on empêche que la fonction soit à nouveau décroissante et une autre image égale à 0. Enfin, il faut s'assurer qu'il y a des images sur l'intervalle moins 3 plus infini qui sont négatives et des images qui sont positives. Alors, on va parler de l'image de moins 3 qui est négative et de la limite en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Si la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini, eh bien, ça suffit à justifier qu'il y a des x sur l'intervalle moins 3 plus l'infini qui ont une image positive, par définition d'une limite qui serait égale à plus l'infini. On précise que or 0 est bien entre moins exponentielle de moins 7, moins 2 et plus l'infini, c'est-à-dire que le 0 est bien entre cette valeur et plus l'infini. Et donc 0 est bien une valeur intermédiaire entre
moins exponentielle de moins 7, moins 2, et plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la bijection, vous pouvez dire aussi d'après le théorème des valeurs intermédiaires, c'est bien sûr accepté. Vous pouvez aussi dire d'après le corollaire du théorème de la bijection, puisque lorsqu'on parle de la limite, c'est plus tout à fait le théorème de la bijection, on parle plus tout à fait de deux images, une négative, une positive, mais on parle avec une limite. Donc, dans ce cas-là, on peut appeler ça aussi le corollaire du théorème de la bijection. Bref, tout est bon dans ces dénominations. Eh bien, on peut dire que g de x égale 0, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur moins 3 plus l'infini. Et donc, la question, c'était démontrer que sur R, il y avait un unique alpha. Donc, sur moins l'infini, moins 3, je n'ai pas trouvé d'antécédent de 0. Sur moins 3 plus l'infini, j'en ai trouvé un qui s'appelle alpha. Donc, sur moins l'infini plus l'infini, donc sur R, eh bien finalement, j'en ai trouvé un seul, qui est le fameux alpha qu'il y avait sur moins 3 plus l'infini. Donc, g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur R. Voilà pour cette question 4. Pour la question 5, en déduire le signe de la fonction g sur R. Question extrêmement classique après avoir prouvé qu'il y avait une solution avec le théorème des valeurs intermédiaires, de la bijection. En effet, on vous demande le signe de g. Alors, normalement, un tableau de variation ne vous donne pas le signe d'une fonction, sauf cas très particulier. Ici, on vous a fait remarquer qu'il y avait un alpha pour lequel l'image était égale à 0. Là, si vous remarquez bien, du coup, sur moins l'infini alpha, eh bien, les images étaient proches de moins 2 en moins l'infini, tendaient vers moins 2 en moins l'infini, diminuaient, donc étaient négatives, 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 négatives. Les images réaugmentaient lorsque x augmentait, donc elles étaient toujours négatives, 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 jusqu'à alpha où les images, du coup, l'image de alpha est nulle. Et après alpha, eh bien, les images, comme elles continuent à augmenter, eh bien, elles sont positives. Donc finalement, du tableau de variation qui est là en plaçant alpha, eh bien, on trouve le signe de G. Ça, il faut vraiment savoir le faire. Ce n'est pas une question difficile et c'est une question du coup qui rapporte gros un jour de bac. Donc le mieux pour la rédiger, cette question 5, c'est encore une fois de recopier le tableau de variation. Et ici, donc, de mettre signe de g de x. Et donc, c'est de placer alpha dans le tableau de variation. Son image vaut 0. Donc, finalement, si on résume ça au signe, eh bien, g de x vaut 0 en alpha. C'est ce qui est marqué ici. Ensuite, là, les images étaient toutes négatives avant alpha. Donc, les images sont négatives. Et après alpha, elles sont au-dessus de 0. Donc, elles sont toutes positives. Voilà pour cette question 5. Ça, c'est des points assez facilement gagnés. Il faut vraiment que vous sachiez faire ça une fois qu'on a trouvé un alpha. Question 6. À l'aide de la calculatrice, donnez un encadrement d'amplitude 10-3 de alpha. Alors, pour trouver un encadrement de alpha, vous commencez par aller dans fonction. Hop, on vous demande d'ajouter une fonction. Donc, on dit d'accord, on rentre la fonction x plus 2 fois exponentielle de x moins 4 moins 2. On valide. Ensuite, on va aller voir le graphique. Hop. Le graphique, si on regarde donc la fonction g, c'est cette courbe-là. Le alpha que nous recherchons, c'est l'abscisse du point où la courbe coupe l'axe des abscisses. Donc vous voyez ici sur ce graphique, eh bien on voit que l'abscisse de ce point est comprise entre 2 et 4. C'est ce qui va nous permettre de créer notre premier tableur. Donc on cherche un alpha qui en réalité est entre 2 et 4. Donc ça c'est la courbe qui nous aide. Nous l'exercice nous disait que alpha était sur moins 3 plus l'infini. Donc on précise nous et on voit tout de suite que c'est entre 2 et 4. Ça va m'aider à aller un petit peu plus vite. Du coup, je vais retourner dans table qui se trouve ici. Hop, table. Et donc là, je me retrouve avec un tableur. Alors, je peux régler les paramètres de l'intervalle ici. Donc, je vais aller le faire.
pas très pratique. Voilà. Je veux que mon tableur, on a dit, démarre à 2. Je veux qu'il finisse à 4. Et je vais lui demander un pas. Alors, un pas de 1, c'est peut-être un peu trop parce que ça va être un tableur avec 3 valeurs. Du coup, il y aura l'image de 2, pas de 1, donc l'image de 3, et pas de 1, donc l'image de 4. Donc, image de 2, de 3, de 4. Donc, moi, je vais mettre un pas plutôt de 0,1 dans un premier temps. Je confirme. Hop. Oui, je confirme. Et voilà. Donc, du coup, ça me donne les images de 2 jusqu'à 4 avec un pas de 0,1 à chaque fois. Donc, 2, 2,1, 2,2, 2,3. Et donc, ici, je vois que les images augmentent. Donc, moins 1,4, moins 1,3, etc., etc. Donc, ça augmente. C'est tout à fait normal, hein, puisque moins 2 se trouve entre moins 3 et alpha, selon ce que j'ai vu sur mon graphique. Donc, les images augmentent, sont négatives, mais augmentent et se rapprochent de 0. À moi de repérer quand est-ce qu'elles vont dépasser 0. Donc, ici, on diminue. Et on s'aperçoit qu'en fait, elles vont passer par 0, ici, entre 3 et 3,1, puisque les images, l'image de 3, c'est à environ moins 0,16. L'image de 3,1, c'est environ 0,07. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est passé d'une image négative à positive. Ça veut dire qu'entre 3 et 3,1, il y a le fameux alpha qui a pour image pile 0. Donc, je vais refaire un tableau qui démarre à 3, finit à 3,1 et avance cette fois-ci avec 2 chiffres après la virgule. Donc, j'ai fait les nouveaux réglages. Le tableur va démarrer à 3, finira à 3,1 et avancera avec un pas de 0,01. Ça nous affiche donc ce tableur. Et donc, il faut que je repère ici quand est-ce que les images passent de négative à positive. Alors, j'ai avancé un petit peu parce que c'est compliqué avec les toutes petites touches là. Et donc, je me rends compte que les images passent de positive à négative. Alors, attention, hein, c'est ici. Là, vous voyez qu'il y a un signe moins devant le résultat. Pour 3,06 et à 3,07, il n'y a pas de signe moins devant le résultat. Le moins qui est ici avec le moins 4 veut dire 10 puissance moins 4. Ça veut simplement dire que le 3 qui est ici, en fait, apparaît normalement en 4e position après la virgule. Donc, en fait, le 3,87, là, E-4, c'est 0,0003. Donc, c'est déjà positif. Donc, en fait, le alpha qui a une image pile égale à 0, il est situé entre 3,06 et 3,07. On m'a demandé un encadrement à 10-3 comme amplitude. Donc, il faut que j'aille voir encore un cran plus loin. Donc, je refais un nouveau tableau qui démarre à 3,06, qui va jusqu'à 3,07 et qui va avancer avec 3 chiffres après la virgule. Voilà pour les réglages ici. Je fais le tableau. En faisant le tableau, vous voyez, quand j'ai fait les réglages, eh bien, je me rends compte, donc je suis parti à 3,06, hein, je suis déjà descendu dans le tableau, les images sont négatives, sont toujours négatives à 3,069. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça doit être entre 3,069 et 3,070. Donc, je vais remodifier les paramètres de mon tableau pour bien voir le 3,07, pour voir si c'est bien positif. Voilà, donc je remodifie 3,068, 3,071. Et cette fois-ci, on voit bien 3,07 qui ici a bien une valeur positive. Donc, je vais recopier 3,069 son image, 3,07 son image, et je vais en déduire que alpha est compris entre 3,069 et 3,07. Donc, j'ai recopié le petit bout de tableau qui me permet de conclure, et je vais donc dire que alpha, je donne un encadrement à 10-3 près, donc 3,069 et 3,07, ou vous pouvez mettre 0,70, ça vous fait plaisir pour bien voir les 3 chiffres après la virgule. Voilà pour cette question 6. On peut donc passer à la partie B. La partie B, c'est l'étude de la fonction f, puisque la partie A, je vous rappelle, c'était l'étude d'une fonction auxiliaire, ça veut dire une fonction qui va nous venir en aide pour la fonction de la partie B. Donc, dans la partie B, on s'intéresse à une fonction f dont l'expression est f de x égale x au carré moins x au carré exponentielle de x moins 4. Première question, résoudre l'équation f de x égale 0 sur R. Alors, attention à la rédaction pour ce genre de questions, parce qu'on part souvent
dans un petit peu n'importe quoi. Donc dans R, dire que f de x est égal à 0, c'est équivalent à dire quoi? Eh bien, comme f de x, son expression, c'est x au carré moins x au carré exponentielle de x moins 4. Donc ça reviendrait à dire que x au carré moins x au carré exponentielle de x moins 4 est égal à 0. Alors, faites très attention, hein, il y en a qui ont tendance à vouloir isoler, il y en a qui font ça. Voilà. Je vous le fais très rapidement, ce que font certains élèves, x au carré égale x au carré exponentielle de x moins 4. Et puis du coup, ils disent, ah bah j'ai x au carré des deux côtés, je vais simplifier par x au carré. Alors attention, quand vous simplifiez par x au carré, vous êtes en train de diviser par x au carré dans les deux membres. Le problème, quand vous divisez par x au carré, c'est que vous n'êtes absolument pas sûr que x n'est pas égal à 0. Vous n'avez pas le droit de diviser si x vaut 0. Or, visiblement, x peut très bien être égal à 0. Donc attention avec ces méthodes, parce que quand vous faites ça, vous avez l'impression de vous en sortir, mais finalement, vous supprimez une des solutions possibles de cette équation, qui est x égale 0. Donc pensez à ça. Il faut vraiment factoriser, dans un premier temps, votre équation. Ici, vous vous rendez compte qu'on peut factoriser par x au carré. Ça nous donne x au carré facteur de x au carré, il était là une fois. Et dans celui-là, il est là moins exponentielle de x moins 4 fois. Et donc, on a cette équation à résoudre. Cette équation, eh bien là, on l'a mise sous forme d'un produit. Donc, on va pouvoir résoudre deux petites équations plus simples. C'est équivalent à dire que x au carré égale 0 ou que 1 moins exponentielle de x moins 4 est égal à 0. Et on continue à résoudre comme ça en conservant eh bien, les deux équations. Donc x au carré est égal à 0 si et seulement si, x vaut 0. Un carré vaut 0 si et seulement si le nombre qui avait été mis au carré était égal à 0. Et donc ici, on va devoir isoler. Donc ça nous donne 1 égal à exponentielle de x moins 4. Et comme à cette étape-là, vous ne connaissez peut-être pas déjà le logarithme népérien qui permet de neutraliser une exponentielle, vous pouvez tout à fait vous servir de la propriété de première qui dit que finalement, eh bien, quelle est l'exponentielle qui vaut 1? Eh bien, c'est exponentielle de 0. Donc, ça veut dire qu'en fait, exponentielle de x moins 4, comme il est égal à 1 ici, eh bien, en fait, il est égal à exponentielle de 0. Et vous avez la propriété de première qui vous dit que lorsque vous avez deux exponentielles qui sont égales, c'est que les exposants étaient les mêmes. Donc ça veut dire qu'en fait, x moins 4 vaut 0. Voilà, alors vous pouvez peut-être passer de cette ligne-là directement à celle-là en disant que l'exponentielle vaut 1 si et seulement si son exposant est égal à 0. Ça fonctionne aussi. Ce qui est équivalent à dire que x égale 0 ou x égale 4. Ici, vous pouvez préciser dans le passage de là à là que c'est car exponentielle est strictement croissante sur R. Ce qui explique que lorsque deux images d'exponentielle sont égales, eh bien, il suffit que les exposants soient égaux. Donc finalement, l'équation f de x égale 0 dans R, eh bien, elle admet exactement deux solutions, 0 et 4. Petite phrase réponse, donc l'ensemble des solutions de f de x égale 0 est 0, 4. Pour cette partie B, question 2, on admet que la fonction f est dérivable sur R. Et on note f', sa fonction dérivée. Donc pas besoin de justifier qu'elle est dérivable sur R. On admet par ailleurs que pour tout réel x, f' de x est égal à moins x fois g de x, où la fonction g est celle définie dans la partie A. Donc c'est pareil, ici on vous dit on admet par ailleurs que. Donc ne cherchez pas à redériver la fonction f, vous n'avez pas besoin de le faire, ça ne vous rapportera rien du tout. Donc on admet que f' de x est égal à moins x g de x. Étudiez les variations de la fonction f. Donc, pour trouver les variations de la fonction f, eh bien, on va étudier le signe de sa dérivée. Ça ne change pas de la méthode habituelle. Pour étudier un signe d'une expression, eh bien, la méthode ne change toujours pas. Il faut repérer l'opération principale. Ici, l'opération principale, c'est la multiplication entre moins x et g de x. Alors, certains élèves
réécrivent ici ce que c'est que g de x. Donc, je vous montre une erreur qu'il ne faut pas faire. Donc g de x, je vous rappelle, hein, c'était la fonction de la partie A, donc x plus 2, exponentielle de x moins 4, moins 2, voilà, et après il redéveloppe tout ça, etc. Alors bien entendu, il n'arrive pas après à conclure, puisque quand vous développez, vous faites l'opération contraire de ce qu'on veut faire pour étudier un signe, c'est-à-dire que si vous développez, vous allez obtenir ici une soustraction, par exemple, quand vous allez dire moins x fois tout ça, moins x fois moins 2, vous allez obtenir ici, donc moins x fois moins 2, vous allez obtenir plus 2x. Donc déjà, l'opération principale ne sera plus une multiplication, c'est-à-dire que vous pouvez abandonner le tableau de signes et le fait d'avoir plusieurs lignes dans votre tableau de signes. Donc, il est hors de question de simplifier. Justement, c'était un progrès de pouvoir écrire que f' de x était moins x fois g de x. Donc, on ne revient pas à quelque chose qui serait une régression, qui serait de tout redévelopper ici. Donc, le progrès qui me dit que f' de x c'est moins x fois g de x, bah, ça me permet d'étudier le signe facilement, puisque moins x, je peux trouver son signe facilement, et g de x, j'ai déjà trouvé son signe dans la partie A, puisque j'ai fait son tableau de signes dans la question 5. Du coup, tableau de signes. Voilà le tableau de variation pour étudier le signe de f' de x. Donc, il y aura le signe de moins x, premier facteur. Il y aura le signe de g de x, deuxième facteur. Il y aura le signe du produit des deux, du coup, dans la ligne résultat. Pour l'instant, j'ai mis une petite ligne pour les variations de f, mais en réalité, à la fin, je vais l'effacer pour laisser place à des phrases, puisque dans l'énoncé, on ne me demandait pas le tableau de variation, on me demandait d'étudier les variations. Le problème de faire un tableau de variation, c'est que lorsque je le fais, il doit être complet. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il faudrait que je calcule l'image de moins l'infini, l'image de plus l'infini, etc. et les éventuelles images intermédiaires. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant, puisque je ne les ai pas calculées dans l'exercice. Donc, en fait, j'effacerai, une fois que j'aurai fait mes petites flèches, j'effacerai au profit de phrases. Pour remplir la ligne de moins x. Alors, moins x, c'est tellement évident des fois que ça vous bloque un petit peu. Alors, le signe de moins x, posez-vous la question. Si je mets un x positif, eh bien, moins x sera donc négatif. Alors que si je mets un x négatif, moins x sera positif. Donc, quand est-ce que ça vaut 0 déjà, moins x? Moins x vaut 0 si x vous le remplacez par 0. OK. Donc déjà, il va y avoir 0 dans cette ligne à placer. Ensuite, le signe de g de x. Le signe de g de x, il changeait en alpha, je vous rappelle. Mais alpha, on avait vu qu'il était entre 3,069 et 3,070. Donc, en gros, il était au-dessus de 3. Donc, ça veut dire que je vais d'abord mettre 0 et je vais mettre alpha qui est plus grand que 0. 0, il est là pour moins x. Si x vaut 0, moins x vaut 0. Si x est inférieur à 0, moins x sera du coup, j'aurai moins un nombre négatif, donc ça redeviendra positif. Par contre, si je prends un x sur 0 plus l'infini, eh bien moins x sera son opposé, sera donc négatif. Ensuite, le signe de g de x, on a vu dans la question 5 de la partie A que g de x valait 0 en alpha, que avant il était négatif et que après était positif. Et donc le signe de f' de x, eh bien si x est entre moins l'infini et 0, moins x positif, fois g de x qui est négatif, donc le produit des deux, positif fois négatif, ça va donner quelque chose de négatif. Lorsque x vaut 0, moins x vaut 0, donc toute la dérivée de façon vaut 0. Lorsque x est entre 0 et alpha, eh bien moins x est négatif, g de x est aussi négatif, donc finalement je vais faire un nombre négatif fois un nombre négatif, ça va redevenir positif. Lorsque x vaut alpha, moins x vaut moins alpha, mais g de alpha vaut 0, donc le produit des deux va être égal à 0. Et sur alpha plus l'infini, moins x est négatif, g de x est positif, je multiplie les deux, ça donne quelque chose de négatif. Donc en réalité, les variations de f, ça va être strictement décroissant, croissant, strictement décroissant. Voilà. Donc je vais faire des phrases pour ne pas avoir à compléter toutes ces petites choses-là. Donc f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 puisque sa dérivée était négative. F est strictement croissante sur 0 alpha puisque sa dérivée était positive. Et f est strictement décroissante sur alpha plus l'infini puisque sa dérivée était négative. Je peux inclure 0, alpha à chaque fois, ce n'est pas un problème puisque c'est juste une valeur ponctuelle. Pour la dernière question, la question 3, démontrer que le maximum de f sur 0 plus l'infini est égal à
alpha au cube sur alpha plus 2. Donc maximum, attention, simplement sur 0 plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire cette portion-là. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir un petit peu les choses. On a f qui est strictement croissante puis strictement décroissante. Donc sur 0 plus l'infini, déjà, le maximum pour la fonction f, c'est l'image de alpha, c'est f de alpha. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on va dire. On va dire le maximum de f sur 0 plus l'infini, c'est f de alpha. Et ensuite, on va calculer f de alpha. Et donc, le but, ça va être de prouver ce qu'ils nous ont dit dans l'énoncé, que f de alpha, ça vaut alpha au cube sur alpha plus 2. On y va. Donc, on commence en expliquant notre idée, c'est que d'après la question 2, d'après les variations, le maximum de f est f de alpha. Donc, on va calculer f de alpha. Alors, premier réflexe qu'on a pour calculer f de alpha, c'est tout simplement de reprendre l'expression de la fonction f de x égale x au carré moins x au carré exponentielle de x moins 4, et de remplacer les x par des alpha. Donc, très bon réflexe. Donc, ça nous donne alpha au carré moins alpha au carré exponentielle de alpha moins 4. Alors, le problème dans cette expression de f de alpha, c'est qu'on a une exponentielle. Or, dans la réponse qu'on nous demande, visiblement, il n'y a plus d'exponentielle. Or, remplacer une exponentielle par une fonction rationnelle, c'est-à-dire un quotient comme ça de polynôme, eh bien, de manière générale, ça n'est absolument pas possible. Une exponentielle n'est pas égale, dans le cas général, à une fonction rationnelle. Et sinon, d'ailleurs, très certainement qu'on n'aurait même pas inventé cette fonction exponentielle. Donc, ici, il y a quelque chose de particulier qui fait que l'exponentielle va être remplaçable par quelque chose de la forme d'une fonction rationnelle. Quand vous êtes face à ce genre de problème, demandez-vous quelle est la chose particulière dans f de alpha. La chose particulière dans f de alpha, c'est alpha. C'est-à-dire que peut-être que ça vaut ça pour alpha, mais que ça ne vaut pas ça, ne vaut pas ça dans le cas général. C'est-à-dire que de manière générale, x au carré moins x au carré exponentielle de x moins 4, eh bien, n'est pas égal à x au cube sur x plus 2. Donc, ce qui fait que pour alpha, ça va fonctionner, c'est peut-être parce que justement, c'est alpha. Et donc, on se demande, alpha, qu'a-t-il de particulier? Eh bien, alpha, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on l'a trouvé dans la première partie et que alpha, eh bien, il est là parce que g de alpha est égal à 0. Donc, on va dire, or, g de alpha est égal à 0. Et qu'est-ce que ça fait que g de alpha soit égal à 0? Eh bien, je vous rappelle que g de x, c'est x plus 2 exponentielle de x moins 4 moins 2. Donc, g de alpha, c'est alpha plus 2 exponentielle de alpha moins 4 moins 2. C'est-à-dire que j'ai remplacé dans g tous les x par des alpha. Donc, du fait que g de alpha soit égal à 0, eh bien, vous voyez ici, j'ai exponentielle de alpha moins 4 dans mon expression ici, dans mon équation. Ça veut dire que finalement, peut-être que je peux exprimer exponentielle de alpha moins 4 en fonction du reste. Donc, je vais isoler exponentielle de alpha moins 4. Alors ça, c'est un calcul que vous savez faire. Ça veut dire que alpha plus 2 exponentielle de alpha moins 4 est égal à 2. Et que donc exponentielle de alpha moins 4 est égal à 2 divisé par alpha plus 2. Donc finalement, alpha, sa particularité qui était qu'il annulait g, ça fait qu'en fait, l'exponentielle de alpha moins 4 est égale à 2 sur alpha plus 2. Mais j'insiste bien là-dessus, de manière générale, exponentielle de x moins 4 n'est pas égale à 2 sur x plus 2. Ici, c'est vrai que pour alpha, puisque alpha annule g. Du coup, ça veut dire que ici, comme j'ai exponentielle de alpha moins 4, je vais pouvoir le substituer par 2 sur alpha plus 2. Donc, f de alpha est égal à alpha au carré moins alpha au carré
fois exponentielle de alpha moins 4, c'est-à-dire fois 2 sur alpha plus 2. Ce qui est égal à... Donc ici, je vais devoir tout mettre au même dénominateur, donc sur alpha plus 2. Alors là, j'ai déjà moins ici alpha carré fois 2, donc ça fait 2 alpha carré sur alpha plus 2. Et alpha au carré, si je veux le mettre sur alpha plus 2, je dois multiplier donc alpha carré par alpha plus 2 et diviser par alpha plus 2. Voilà, une mise au même dénominateur tout à fait classique. Et donc, maintenant que j'ai le même dénominateur, cela va donner, eh bien, sur alpha plus 2, je vais avoir alpha carré fois alpha, ça fait alpha au cube, plus 2 fois alpha carré, moins 2 alpha carré qui était ici, donc moins 2 alpha carré. Donc finalement, j'ai alpha au cube plus 2 alpha carré moins 2 alpha carré, ce qui donne finalement que alpha au cube sur alpha plus 2. Et qui vient conclure et justifier la réponse qu'on me demandait. Donc ça veut dire que le maximum qui était f de alpha, ben en fait c'est alpha au cube sur alpha plus 2. Voilà pour cette question. Terminé, ça y est, on l'a fini. Sujet pas simple, mais assez classique, qui retrace toutes les choses qu'il faut connaître, théorème d'abjection, croissance comparée, tout ça. Une dernière question qui est assez classique, mais mine de rien, qui ne revient pas souvent, qu'il faut travailler. Et une fois que vous l'avez vu, normalement, après, vous saurez refaire si jamais ça tombe le jour du bac. À bientôt!